Alors on va commencer quand même ce séminaire, hein, juste à l'heure. Et comme il y a un petit peu de discours avant, pas perdre de temps. Donc je viens comme chaque année vous rappeler l'existence du prix des trois physiciens Abraham, Eugène Bloch et Georges Brua. La petite brochure que la plupart d'entre vous connaissent, il y en a dans le fond de l'amphi sur la dernière table, une vingtaine. S'il y en a pas assez, il y en a d'autres en réserve. J'en ai mis une vingtaine pour les gens qui ne la connaissent pas. Servez-vous, elle est là pour ça. Heureusement que j'en ai pas pris 50 parce que je sais qu'il y a au moins plus de la moitié de l'amphi ici qui a déjà cette brochure. Et simplement, alors chaque année, je rappelle un petit peu quelque chose d'Abraham et de Bloch et Brua. Et cette année, puisque nous avons des astronomes, des radioastronomes qui viennent nous parler, un radioastronome qui vient nous parler, je vais rappeler que Abraham et Bloch, ce sont eux qui ont démarré la radio en France pendant la guerre de 14. Ils étaient mobilisés à la radiotélégraphie militaire sous les ordres du général Ferrier et ils travaillaient au labo de l'école, mais le labo de l'école à l'époque, c'était le bâtiment du concierge sur la rue d'Ulm. Hein, c'est l'ancien labo, qui était le petit bâtiment où il y a le concierge maintenant. Alors ils étaient là et ils ont construit leurs antennes, ils ont commencé à développer des premiers amplificateurs à triode. La triode avait été inventée à Lead Forest aux États-Unis, mais c'est Abraham qui les a rendus fiables industriellement. Il est allé à une usine de lampes d'éclairage où il a appris aux gens à fabriquer une lampe de radio. Et ça a marché, ils ont fabriqué des millions de lampes de radio, ils ont équipé toute la France. Et même les armées américaines en 1917 ont été équipées avec les amplificateurs de Abraham et Bloch. Alors c'était l'occasion, puisque nous avons maintenant, bien sûr, c'est la radioastronomie qui a remplacé. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir pour écouter notre lauréat de cette année, Jean-Loup Puget, deux des fondateurs de cette radioastronomie française, Jean-Louis Steinberg et Denis, ton prénom, j'ai oublié ton prénom. François Denis, c'est évident. Jean-François Denis, voilà. Excuse-moi, hein. La mémoire des gens âgés, quelquefois, il y a un blanc qui se fait, voilà. Et donc, je laisse maintenant la parole là. Je ne suis pas plus long que ça. Vous lirez dans la brochure tout ce que vous ne savez pas, et que je n'ai pas le temps de vous dire, et je laisse entre Naz, ça c'est pour la radio, pour l'enregistrement. Et je laisse donc entre Naz présenter le candidat, parce que moi je ne suis pas compétent en astronomie. Merci Bernard. Alors, c'est un plaisir bien sûr de vous présenter Jean-Loup. On s'est suivi pratiquement à 2 ans près toute notre vie, depuis les classes préparatoires à Lyon au lycée du Parc, où on a eu Maurice Jacob comme professeur, le père de Maurice Jacob, le physicien des particules. Ensuite, Jean-Loup est entré à l'école normale de Cachan et il est devenu étudiant d'Evry Schatzmann, avec lequel il a fait sa thèse de 3e cycle. Puis il est parti à la NASA, au Goddard Institute for Space Studies à Washington, à côté de Washington, à Baltimore, et il a commencé à travailler sur les rayonnements de très haute énergie avec Floyd Stecker. Ensuite, il est rentré en France, il a fait toute sa carrière au CNRS et a été élu en 2002 à l'Académie des sciences. Alors, il est passé par un certain nombre de laboratoires, le LAM de Meudon, tant qu'Evry en était directeur, puis le DESPA, où il a rejoint le groupe infrarouge de Pierre Lénat, l'IAP, où il était directeur adjoint, l'École normale supérieure, quand le 30 mètres a commencé à fonctionner, et il a été un élément moteur de notre groupe de radioastronomie. Et enfin, dès la création, l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Il a effectué des séjours fréquents à Berkeley, à Caltech, et on peut dire qu'à chaque étape, il a marqué la discipline par des découvertes et des travaux fondamentaux. J'en mentionnerai quelques-uns. L'identification des modes vibratoires des PAH, molécules polyaromatiques hydrogénées dans le milieu interstellaire, avec Alain Léger, un article qui est cité plus de 800 fois, ce qui est énorme dans notre communauté. Le premier, avec Edith, il a mis en exergue tout un programme sur l'étude de la turbulence et l'intermittence dans le milieu interstellaire. Ces travaux sont absolument remarquables et trouvent toute leur justification avec les résultats d'Herschel qui sont actuellement obtenus. Vous aurez bientôt un séminaire sur Herschel aussi qui vous présentera tout ce qui se fait. Marie Bonne-Gérin et Edith sont des éléments clés dans ces travaux. Enfin, découverte du fond infrarouge émis par les galaxies.
là aussi, c'est quelque chose qui était très surprenant et qui traduit cette capacité de Jean-Loup d'intégrer des données dans des surveys de très très grande dimension. Il était donc le mieux placé pour se retrouver principal investigateur du satellite Planck, qui a été donc un élément qui a mis du temps à se dessiner, mais qui est le successeur de Kobe avec une sensibilité absolument inégalée. Jean-Loup, je te laisse la parole. Il faut que je lui donne le prix. Mais je ne sais pas la C'est plus le donner après. Donc, j'en ai tué. Pourquoi la Alors, voilà, c'est la Fondation de France. Et ça, c'est une Rodane. On a fait un nouveau aussi. Voilà. Si vous avez. Bien, merci beaucoup. Je suis effectivement un peu ému et très honoré d'avoir ce prix pour lequel il y a eu un tas de prédécesseurs illustres dans la physique. Donc, c'est un honneur que vous me faites. Je vais vous parler aujourd'hui, effectivement, de la dernière partie de mes travaux, qui a consisté à diriger un des deux instruments, mais celui qui effectivement qui apporte la plus grande sensibilité dans le projet de mission spatiale Planck en cosmologie observationnelle. Donc je vais vous parler de cosmologie. Je vais évidemment faire référence aux travaux théoriques, en particulier sur l'univers primordial, puisque c'est ce qu'on essaye de mesurer. Je ne me risquerai pas à essayer de décrire le détail de la physique qu'on veut tester. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour ça, mais on essaye effectivement de se mettre... je vais commencer quand même par des remarques un peu générales sur les sciences, la physique, entre sa partie sciences expérimentales. Bon, la physique est quand même reste très largement une science expérimentale, mais il y en a une partie qui devient observationnelle. L'observation des champs gravitationnels forts, quelque chose qui échappe évidemment à l'instrumentation en laboratoire. Il faut essayer d'aller observer des trous noirs ou des objets effondrés en astrophysique. Et la physique des très très hautes énergies, très au-delà effectivement de ce qu'on peut voir dans les accélérateurs, relève en partie non seulement des extrapolations qu'on peut faire à partir de ce qu'on observe en laboratoire et en accélérateur, mais des observations cosmologiques. L'astrophysique, elle utilise évidemment la statistique des objets qu'on observe pour tester les théories, très bien fonctionner sur les étoiles, où effectivement c'est le nombre d'objets et la diversité de leurs paramètres qui permettent effectivement de tester les modèles d'évolution stellaire en fonction de la masse des étoiles ou de leur composition chimique. Il y a un certain nombre de thématiques en astrophysique qui n'ont pas cette possibilité, ou en tout cas qui n'ont pas toujours eu. Les gens qui ont travaillé sur la géophysique et l'évolution de la Terre et sur le système solaire n'avaient pas cette possibilité-là. Par exemple, la géographie à l'intérieur du système solaire entre les planètes telluriques et les planètes géantes, une théorie qui expliquait pourquoi les planètes géantes étaient à l'extérieur. Et quand on a trouvé les premières planètes extrasolaires, on a découvert qu'une bonne partie d'entre elles se trouvait effectivement à l'intérieur. Donc il manquait un élément, par exemple. Donc effectivement, c'est une partie de l'astrophysique où on peut voir les difficultés qu'il y a à travailler sur des objets uniques à histoire unique. La cosmologie, de ce point de vue, a une limitation qui est quand même plus fondamentale. On n'a qu'un seul univers à observer, et donc là, effectivement, on est obligé de faire une démarche différente. Alors, la démarche scientifique, elle suppose effectivement de faire des théories et d'essayer de faire des prédictions qui sont testables, mais effectivement, en cosmologie, alors on est content, et je vais rapidement vous résumer où on en est avant de vous parler de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Une partie des observations en cosmologie et de leur comparaison avec les théories, un facteur important, c'est effectivement la cohérence d'un tas d'observations qui, a priori, sont peu reliées entre eux, sauf par la partie primordiale. Bon, là, donc, on sait bien que c'est la relativité générale qui a permis pour la première fois de construire des modèles cosmologiques cohérents avec la physique et dont on pouvait extraire un certain nombre de prédictions. Et effectivement, Einstein était parti avec le modèle le plus simple. Il a mis un certain nombre de principes qu'on pouvait essayer de tester. L'univers homogène à très grande échelle, isotrope, stationnaire. C'était tout sauf évident. L'univers tel qu'on le connaissait à l'époque était extrêmement inhomogène. On connaissait grosso modo que les Voies lactées, et on voyait bien que c'était très inhomogène. Et donc les tests de ça étaient assez faibles, et évidemment la stationnarité aussi. La première prédiction, en fait,
de la cosmologie, qui était, enfin, pas une prédiction, mais la première hypothèse, qui était la stationnarité, a été très vite remise en cause par la découverte de la loi de Hubble en 1929. Ça, c'est les premières déterminations de la loi de Hubble à l'époque. Ça fait 2 mégaparsecs, c'est-à-dire à peu près un décalage vers le rouge d'à peu près 1 millième. Vous allez voir à peu près qu'effectivement, ça a été établi sur quelque chose qui était effectivement assez marginal. Bon, ça, c'est une détermination plus moderne. Et donc, très vite, effectivement, on a renoncé à l'univers stationnaire et les modèles d'univers qu'on connaît aujourd'hui ont été établis très vite par Einstein et de Sitter. Et donc, on étudiait non seulement, on essayait d'étudier les propriétés à grande échelle, mais il fallait aussi étudier l'histoire de cet univers qui était plus stationnaire. Alors, je voudrais juste essayer de vous rappeler que la cosmologie a un caractère assez particulier, au sens où les prédictions et les théories basées sur des principes très généraux ont été faites très souvent bien avant qu'on puisse les vérifier. Et on est toujours dans une phase du même type, et je vais vous montrer quelles sont les différentes étapes essentielles, mais on est toujours dans le même démarche pour l'instant. Donc effectivement, très rapidement, quand on a vu qu'il y avait l'expansion de l'univers, les galaxies, on sait finalement, si on regarde la taille des galaxies et leur distance moyenne, elles sont quasiment jointives à un redshift de 10, donc si effectivement l'expansion remonte loin dans le passé, on doit avoir une matière, et la radiation d'ailleurs dans l'univers, qui doit être distribuée de façon diffuse, avant que se forment les étoiles et les galaxies qu'on voit, à des redshifts qui sont typiquement nettement plus grands que cette valeur-là, et donc on doit avoir une matière diffuse qui peut avoir été chaude et qui se refroidit dans l'expansion. Et donc on peut essayer de faire une description de l'histoire thermique de l'univers, tant que la physique qu'on essaye de décrire reste celle qui a été testée en laboratoire. Alors, juste un point qui est bien connu, mais sur lequel je voudrais insister un tout petit peu. Donc, les cosmologistes, ils ont un avantage extraordinaire, c'est que, effectivement, quand ils cherchent à tester le passé, ils ont un certain avantage sur les géophysiciens ou les paléontologues, c'est qu'ils peuvent observer directement, effectivement, les objets astrophysiques ou cosmologiques, loin dans le passé. Donc, si on observe, effectivement, avec le décalage vers le rouge, qui est finalement le facteur d'expansion de l'univers, en allant de plus en plus loin, on voit des galaxies, pour l'instant, jusqu'à un redshift de 6 ou 7. Mais après, effectivement, on voit bien que la quantité de galaxies diminue, le taux de formation d'étoiles diminue, et on n'a pas encore atteint vraiment la première étape, je ne sais pas exactement où elle est. La rayonisation, pour l'instant, est chiffrée aux environs d'un redshift de 10. Et finalement, si on essaye d'aller observer beaucoup plus loin, où l'univers est complètement transparent, on prédit facilement, en étudiant l'histoire thermique de l'univers, que l'univers qui est essentiellement ionisé jusqu'à quand il y avait des objets est neutre avant, et donc que la transition d'un univers ionisé quand il était à plus de 3000 degrés en gros, à un univers neutre, va rendre l'univers transparent pour beaucoup de radiations qui ne peuvent plus être absorbées par l'hydrogène neutre. Donc effectivement, il y a l'équivalent de ce qu'on appelle la photosphère pour les étoiles, c'est-à-dire la surface qu'on voit. Donc là, on est à l'intérieur, mais on voit la surface de dernière diffusion, au-delà de laquelle il y a les photons diffusent et on n'a pas de propagation libre qui nous donne une image. Donc on ne peut pas observer au-delà de ça. Alors ceci dit, est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a au-delà de là où on peut observer a un sens ou non? Ça a évidemment un sens. Les gens qui sont dans une galaxie, s'il y a des observateurs, des astronomes dans des galaxies suffisamment lointaines, ils vont observer une surface de dernière diffusion qui est décalée par rapport à la nôtre, ils vont observer des morceaux d'univers à la même époque, mais qui sont différents. Donc effectivement, on n'a pas le choix, par contre, de la surface sur laquelle on observe. Alors quand on observe des structures qui sont suffisamment petites, ça ne pose pas de problème, on fait de la statistique et on pense qu'on a une bonne représentation. On peut faire des hypothèses similaires aux hypothèses d'ergodicité qui sont familières des physiciens. Quand on commence à observer les modes qui sont peu nombreux sur cette surface, clairement, on se dit que si on avait observé une autre de ces surfaces, il y a une variation statistique qu'on appelle la variance cosmique, qui va limiter considérablement ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est quelque chose qui revient dans les observations qu'on fait, c'est qu'effectivement, à basse fréquence spatiale, les modes les plus bas sont entachés pour les comparer aux observations de cette limite fondamentale. L'autre problème, c'est quelle est la... Donc si on regarde en lumière électromagnétique, on va à peu près jusqu'à un redshift de 1000, 1100 en gros.
Si on va plus loin, bon, il y a les neutrinos qui peuvent venir de beaucoup plus loin, mais pour l'instant, on ne sait pas comment détecter les neutrinos cosmologiques. On verra qu'effectivement, il y a des ondes sonores qui propagent les inhomogénéités depuis le moment où elles se sont formées, qu'on ne connaît pas, jusque vers cette surface. Donc ça, c'est de la physique qui reste assez bien connue. Et puis à un certain moment, effectivement, on arrive à des endroits où, par exemple, un redshift suffisamment grand, on tombe sur une température où il peut y avoir de la réaction thermonucléaire. Et c'est ça l'extrapolation qui a été faite en 1948 par Gamow, qui disait il y a un certain nombre d'étoiles. Alors c'est le premier papier, le fameux Alpha, Beta, Hermann et Gamow. Ils ont fait un certain nombre de papiers dans cette période-là. Ont essayé d'expliquer pourquoi, d'où venait l'hélium, 25% dans les étoiles, qui n'était pas formé dans la nucléosynthèse et la fusion qui est au centre des étoiles. Et donc ils ont fait une extrapolation qui était quand même absolument sauvage par rapport à ce qu'on avait observé, qui consistait à dire, je réextrapole jusqu'à un moment où l'univers était en gros 300 millions de fois plus petit, sur à peu près 1 milliard de degrés, et là, finalement, on peut montrer qu'on produit assez naturellement du deutérium puis de l'hélium. Et donc, si on veut en faire 25% en masse, les physiciens nucléaires avaient mesuré les sections efficaces, donc on sait finalement quelle est la densité qu'il faut. On savait à peu près quelle était la densité des galaxies, mais si elle était très incertaine. Donc on sait qu'il faut une expansion d'à peu près un facteur 100 millions, et donc on se retrouve avec quelque chose qui est de l'ordre de 3 degrés. En fait, la première prédiction était fausse, celle qui a été faite un peu après était plutôt de 5 degrés. Et que finalement, ça devait être une distribution spectrale d'énergie, qui, s'il n'y avait pas beaucoup de perturbations, devait être très proche d'une fonction de Planck. Cette prédiction, donc ça expliquait quelque chose qui était une grande question de l'astrophysique, avec quelque chose qui était tout sauf évident. Il y a d'autres gens qui parlent d'un Big Bang froid, enfin, c'était pas évident. Et il a fallu attendre 1965, en fait, pour avoir la première vérification de ça. Donc c'est Penzias et Wilson qui étaient en train de mesurer des propriétés de transmission à haute fréquence, en gigahertz, avec ce cornet-là, qui détectait un bruit qu'ils ne comprenaient pas, qui ne venait pas de leur détecteur, et donc ils ont montré effectivement qu'il venait du ciel et qu'il était isotrope. Et il a été interprété dans un papier qui a été publié en même temps dans l'Astrophysical Journal par les gens de Princeton, comme l'interprétation comme quoi c'était le rayonnement prédit par Gamow. Alors juste rapidement, donc le satellite Kobe est celui qui, lui, a vérifié qu'on avait une fonction de Planck. Donc les mesures basse fréquence de cette période-là sont ici, et il y a eu des mesures radio faites du sol, plus des mesures faites avec la molécule CN. Et puis finalement, on a vérifié qu'il y avait bel et bien une fonction de Planck et qu'il y avait bel et bien la coupure qui était associée à la température qu'on mesurait ici, avec le satellite Kobe et la magnifique remarquable de John Mather, qui était un interféromètre de Michelson polarisé, qui a fait une mesure extrêmement propre, qui montre qu'il y a une déviation qui est de l'ordre d'un 100 millième par rapport à une fonction de Planck. Et donc, d'un seul coup, on a conforté ce modèle de Big Bang Show dans une démarche où il y a eu la prédiction de 48, la détection de la partie Rayleigh Jeans en 65, et puis en 1990, avec le premier satellite cryogénique cosmologique, la vérification. Donc il y a des décalages considérables. Et ce que je vais vous raconter sur ce qu'on fait avec Planck, c'est un peu du même genre. Je voudrais juste revenir sur un point que Pierre Anconaz a mentionné, qui était le fond infrarouge. Il y avait un autre instrument sur le satellite Kobe qui essayait de détecter le fond lié à la partie infrarouge émise par toutes les galaxies dans le passé. Si on regarde le contenu électromagnétique de l'univers, depuis le domaine radio jusqu'au domaine gamma, vous avez ici effectivement le reste de ce rayonnement, enfin le rayonnement dilué de cette période qui avait été calée sur la nucléosynthèse primordiale, donc prédit à partir de ce qui s'est passé à 3,8 en redshift. Ça, c'est la production des étoiles. Et aujourd'hui, donc le satellite Kobe avait mesuré effectivement. Ça n'a pas été trouvé par les équipes de Kobe elles-mêmes, parce que la séparation des composantes entre la galaxie et ça était un truc difficile. Et c'est parce qu'on avait beaucoup travaillé sur les avant-plans qu'on les a soustrait plus proprement que nos collègues américains et qu'on a réussi à le détecter. Donc c'est cette partie-là. Ce que je vais vous faire remarquer, c'est que ça fait 5% du total, et qu'en gros, on voit bien que le contenu électromagnétique de l'univers, c'est simplement le gros du rayonnement thermique qui reste de la période très tôt. Je vais passer très rapidement là-dessus. Donc, on connaît les baryons qui sont dans les galaxies. On sait en fait que quand on regarde des amas de galaxies, on voit des effets de lentilles gravitationnelles que vous voyez très bien sur
cette image d'Abel 2218 qui est assez spectaculaire et qui est reproduite à beaucoup d'endroits, qui montre que la masse à l'intérieur qui crée cette déflexion est nettement plus grande que la masse des baryons. On avait vu aussi que dans les galaxies, les courbes de rotation montraient la même chose. Donc on sait depuis les années 30, en fait, qu'il y a une composante dans les galaxies et dans les amas. Alors ça a mis beaucoup de temps à évoluer, mais qu'il y avait une partie qui manquait, qui est ce qu'on appelle la matière noire. On sait aussi, depuis peu de temps, en mesurant la vitesse d'expansion, que, contrairement, moi quand j'ai fait la cosmologie, on parlait du paramètre de décélération, parce qu'on s'attendait à ce que la gravité ralentisse l'expansion. Et puis finalement, quand on mesure aujourd'hui très proprement la constante de Hubble, on s'aperçoit que l'expansion se réaccélère. C'est ce qui est simulé dans cette espèce de petit dessin, là, où on voit la radiation du Big Bang, le satellite WMAP dont je vais parler, la période de recombinaison en quelque sorte, et puis le ralentissement, puis l'expansion, et puis où on voit effectivement ici une phase primordiale dont je vais beaucoup parler après. Et pour ça, il faut effectivement, dans la relativité générale, on sait que la géométrie et la dynamique est fixée par le contenu, et le contenu, il a une action qui est pas la même selon le rapport, enfin, l'équation d'état, donc le rapport pression-densité d'énergie. Les baryons et la matière noire ont essentiellement de l'énergie de masse et très peu d'énergie cinétique. La matière, la radiation a un tiers de densité d'énergie. Si effectivement on prend des champs scalaires, par exemple, ou une énergie du vide qui a une pression négative égale à la densité d'énergie, ça renverse le sens de l'effet sur la dynamique dans l'équation d'Einstein, et effectivement, on peut avoir une vraie expansion. C'est ce qu'on appelle l'énergie noire, sans connaître exactement sa nature. Ce qu'on entend par là, c'est bien défini, c'est le terme qu'il faut mettre dans l'équation d'Einstein pour représenter ça. Donc le modèle de concordance, il est fabriqué de façon un peu phénoménologique, de mon point de vue, en mettant les ingrédients qu'il faut de différents types d'équations d'état. Et effectivement, le grand problème, ça va être de fixer leur physique. Alors, j'en viens à ce qui est l'activité principale dans ces affaires-là depuis un certain nombre d'années, l'origine du développement des inhomogénéités qu'on voit dans l'univers. Donc les cosmologistes se sont posés très vite la question de savoir d'où venaient ces fluctuations. Il n'y avait pas d'origine évidente a priori, et donc l'idée que ça puisse être une hypothèse, une origine primordiale très tôt dans l'univers a évidemment été discutée. Et le modèle avec lequel les cosmologistes ont travaillé de plus en plus, parce que c'est celui qui marche dans ce qu'on appelle le modèle de concordance, c'est-à-dire qui permet pour l'instant de faire coller ensemble toutes les observations, c'est un spectre de fluctuation adiabatique, qui est un variant d'échelle qui finalement donne les mêmes fluctuations du potentiel gravitationnel à toutes les échelles. Il y a d'autres modes qui peuvent avoir été générés, où l'équation d'état varie. On peut fabriquer des modèles où effectivement l'équation d'état varie et où on peut avoir un système isocourbure, par exemple. Pour l'instant, effectivement, ce qu'on sait, c'est que le terme adiabatique domine certainement dans le modèle tel qu'on le décrit. Si les perturbations de densité sont apparues très tôt, elles ont un développement qui a un intérêt dans les... Ça va se comporter pendant une bonne partie de la physique classique qu'on connaît comme perturbations de densité. Ça va se comporter comme des ondes sonores. En fait, c'est des perturbations de densité dans un fluide qui a de la radiation et du plasma, et des particules lourdes qui ont peu d'interaction, mais qu'on sait décrire parfaitement. Et donc, les modes qui vont se propager vont avoir des signatures très particulières. Donc, si ces perturbations ont toutes démarré ensemble, il y a une signature très spécifique qui a été prédite très, très tôt par Sakharov. Et donc ça, c'était un truc qui a été cherché très activement, parce que c'était l'étape suivante pour essayer de savoir si ce modèle marchait ou ne marchait pas. Bon, l'existence de ces modes, c'est assez simple. Si vous regardez tout un spectre de perturbations de différentes tailles qui démarrent toutes en même temps, vous avez les plus grandes structures vont se contracter, et au moment où on les observe, c'est-à-dire au moment où l'univers devient transparent, qui est à peu près 380 000 ans après le Big Bang, vous en avez qui sont en train de se contracter, vous en avez qui sont complètement contractés, puis vous en avez qui se sont contractés et qui ont déjà rebondi sous l'effet de la radiation, et puis d'autres qui sont dans un mode, etc. Donc vous voyez que ça va créer, quand on va faire le spectre de puissance de tout ça, puisqu'elles ont toutes celles qui sont à la même taille, sont toutes dans le même degré de développement en même temps. Donc ça va faire dans le spectre de puissance une signature parfaitement identifiée
où on voit des pics partout où c'est ou densité maximum ou densité minimum. Et puis on va voir entre les deux, d'ailleurs, une contribution à la vitesse qui est liée à la vitesse maximum qui est en quadrature. Et on pourra d'ailleurs, avec la polarisation, vérifier que le fait que ça ne descende pas à zéro est bel et bien dû au terme de vitesse. Et je vais revenir là-dessus et je vous montrerai dans les résultats de Planck quelque chose qui montre ça. Alors, les fluctuations, ces fameuses fluctuations de ces modes particuliers, ils ont été trouvés d'abord par des manips ballons, Boomerang et Maxima aux États-Unis, puis par l'expérience Archeops qui préfigurait Planck. Et donc on voit effectivement que les modes sont là, et la courbe qui est en rouge, c'est le modèle de concordance. Donc on voit qu'effectivement, il y a la corrélation entre la température et un des modes de polarisation, qui effectivement dans WMAP marche bien. Ce qui reste à observer, ils observent un petit peu, ils ont beaucoup de mal à observer les modes E, signe sur bruit faible, alors que vous verrez tout à l'heure que dans Planck, on voit ça avec un signe sur bruit considérable. Donc on a clairement changé de rapport. Alors, il y a quand même les observations du CMB, ça contraint énormément le modèle, mais ça ne le contraint pas complètement. J'ai juste une illustration qui est le oméga, c'est-à-dire la fraction de la matière, de l'énergie totale qui est sous forme de matière, et puis la fraction qui est sous forme de ce terme constante cosmologique qui a une pression négative. Et ce qu'on voit ici, c'est si on fait diverses hypothèses sur le taux d'expansion. La constante de Hubble est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer avec les expériences CMB. Donc on voit effectivement que les expériences CMB, elles contraignent à être dans cette zone-là pour différentes valeurs de la constante de Hubble. Si on fixe la constante de Hubble, effectivement, on peut voir donc que la ligne qui est tracée là, c'est la ligne pour laquelle, en plus, la partie spatiale de l'univers est euclidien, c'est-à-dire là où on est à la densité critique. Et vous voyez que le fait qu'on soit à la densité critique est assez bien déterminé par les valeurs CMB, mais que le rapport entre la matière et ça demande à ce qu'on ajoute une contrainte. Donc en général, on ajoute aux données de WMAP la mesure de la constante de Hubble H0, qui est mesurée essentiellement par les supernovae lointaines, en particulier par le HST, mais aussi par des manips seuls. Et donc on détermine pour l'instant le fait que les baryons font 4,5%, le fait que la matière noire fait 22 et quelques, et il y a 0,73 pour la partie énergie sombre. Je vous donnerai tout à l'heure les précisions avec lesquelles ça a été mesuré. Il y a une autre chose qu'on mesure, c'est quel est la pente du spectre primordial, en le décrivant simplement par une seule loi de puissance, et le spectre dit invariant d'échelle qui donne la même courbure à toutes les échelles, ça serait 1 pour cette pente, et vous voyez qu'ici par contre, c'est 0,963 plus ou moins 0,012, donc c'est le signe avec une signification, ça c'est les données à 7 ans qui viennent d'être publiées pour WMAP. Je vous montrerai ce qu'on va être capable de faire avec Planck tout à l'heure. Et ça, c'est la courbure de ce spectre, si on suppose qu'il n'est pas une pure loi de puissance, et vous voyez que pour l'instant, la courbure, elle est compatible avec 0. Alors, on est très content, on a un modèle de concordance, mais on a, comme vous le savez bien, on a effectivement ce problème qu'il y a deux des ingrédients qu'on est obligé de mettre dans le terme source, dont on ne connaît pas la nature. En particulier le terme d'énergie noire, qui pose un vrai problème dans la mesure où si on essaye de l'identifier avec l'énergie du vide, l'ordre de grandeur est complètement faux. Il est faux par un énorme facteur. Donc, c'est un vrai problème de la physique, autant que de la cosmologie. Les questions qui restent, et qui sont celles qui sont générales dans les modèles de Big Bang. Alors, maintenant qu'on connaît la géométrie, la partie spatiale de l'espace-temps, on voit qu'elle est euclidienne à 1% près. Mais on voit que la géométrie n'est pas euclidienne au voisinage des amas. On voit les déviations que je vous ai montrées, par exemple, la forme des galaxies. Les inhomogénéités, quand on regarde des endroits qui sont séparés par plusieurs degrés sur le ciel, ces régions n'ont pas été reliées causalement dans un Big Bang classique où on part d'une singularité, puis on met de l'expansion, et on regarde au moment où l'univers devient transparent, ils n'ont pas été reliés causalement. Donc, le fait que la température soit la même et que les propriétés des fluctuations soient les mêmes est une condition initiale arbitraire, qui ne plaît pas beaucoup aux physiciens qu'on est, de mettre des conditions initiales un peu bizarres et très particulières. Donc, et puis, d'où viennent ces fluctuations? Donc,
on est obligé de mettre un certain nombre de paramètres qui sont mesurables, qui sont très bien mesurés, qui marchent dans le modèle, mais qui ne sont pas fixés par la physique, et qui, en plus de ne pas être fixés par la physique, ont un caractère ad hoc. Bon, il y a la singularité initiale des modèles d'univers, décrit par la relativité générale, donc on sait bien aussi qu'à un certain moment, il faudra quantifier la gravité, et donc quelque part, ce modèle d'univers décrit par la relativité générale avec une singularité initiale doit faire place à autre chose. Je vais mentionner, donc dans les modèles d'univers primordial, il y a une industrie d'une partie de la physique théorique là-dessus, importante, qui essaye de voir comment on peut réconcilier et remettre ensemble la gravité et les autres forces, qui est un problème fondamental de la physique, qui en même temps se lie avec quelle est la physique qu'on peut mettre quand on arrive au-delà de la physique du modèle standard et que la gravité, à un certain moment, doit être quantifiée. Il y a une classe de modèles, qui sont les modèles inflationnaires. Alors l'inflation, ça a été introduit par Linde et Gousse en parallèle, il y a une vingtaine d'années, plus que ça, 25 ans, qui est plus un paradigme qu'un modèle. Georges Eftasio, à qui j'ai repris cette petite image dans une de ses présentations, avait fait pour la même présentation des slides où il avait mis tous les modèles d'inflation qu'il avait trouvés dans la littérature, et il y avait 3 slides pleines de modèles d'inflation, tous différents, entre lesquels on est infichu pour l'instant de trier. Bon, il y a d'autres modèles, il y a des modèles qui sont basés sur des modèles à dimension supplémentaire, des modèles de théorie des cordes, etc., qui font des prédictions qui éventuellement sont différentes de celles dont je vais parler. Je vais vous parler de ça parce que ça a des prédictions spécifiques, et les modèles d'ailleurs autres aussi de ce point de vue-là, et donc que les mesures qu'on essaye de faire devraient tester certaines idées d'inflation et éventuellement permettre de savoir si d'autres modèles doivent être faits ou sont compatibles avec. Donc, un modèle d'inflation, c'est un modèle qui met au tout début de l'univers une phase d'expansion exponentielle, donc avec un champ du même type que celui de l'énergie noire aujourd'hui, c'est-à-dire un champ scalaire à pression négative qui effectivement provoque une expansion exponentielle. Alors il est assez facile de comprendre que dans une expansion exponentielle comme ça, les modes, l'horizon, qui est en gros la vitesse de la lumière fois le temps dont on a disposé pour propager l'information, les structures qui ont été créées très très tôt dans cette phase-là, à un certain moment, sortent de l'horizon. C'est-à-dire que l'horizon est plus petit que ça, et donc ils sont gelés. Il ne peut pas y avoir de mouvement ou de relation causale qui les modifie beaucoup, et donc les fluctuations qui sont générées très tôt sont complètement gelées pendant cette période d'inflation. Ce qui permet de se dire que ce qui a été généré là ne va pas être affecté par la physique difficile à comprendre de la fin de l'inflation, de la baryogénèse, etc., qui pour l'instant pas faite, et que ce qu'on va voir, c'est bel et bien les fluctuations qui sont nées au début. Ça, c'est un point important, enfin, moi, de mon point de vue d'observateur, de comprendre pourquoi on se convainc qu'effectivement, on va bien regarder quelque chose qui s'est produit très très tôt au début de l'inflation, et pas dans une période où on comprend très mal la physique. Et puis, ces structures, elles re-rentrent progressivement dans l'horizon, dans la phase classique du Big Bang, où effectivement, l'expansion est suffisamment lente pour que cette fois-ci, ça marche dans l'autre sens, et on voit progressivement l'horizon qui fait re-rentrer des structures observables. Quel est le facteur d'expansion dont on a besoin? Pour permettre, on veut de faire deux choses. Il y a cette affaire de gel des structures, mais il y a aussi qu'on veut que la géométrie soit euclidienne. Dans un Big Bang classique, si on n'est pas euclidien, on dévie de plus en plus par rapport à l'euclidien. Donc, si on veut qu'on soit presque euclidien aujourd'hui, il faut un ajustement extrêmement fin, il faut être euclidien avec une extraordinaire précision au départ, même si la relativité générale autorise toutes les déviations possibles par rapport à ça, ce qui est assez bizarre. Le facteur, c'est de l'ordre de 10 puissance 27. Hein. Donc c'est vraiment du très très fine-tuning, comme disent nos collègues anglo-saxons. Donc, si on a une expansion suffisamment grande de cet ordre-là, on va aplatir l'univers suffisamment pour que dans la phase qui après va depuis la fin de l'inflation jusqu'à aujourd'hui, qui est de nouveau un facteur d'expansion comparable, on ne va pas recréer de déviations par rapport à l'euclidien qui sont grandes. Et je vous montrerai qu'on est très près d'être euclidien. Donc ça permet à la fois d'expliquer les inhomogénéités, d'expliquer pourquoi on est euclidien, et d'expliquer l'homogénéité des propriétés qu'on observe, parce qu'elles ont été, dans ce cas-là, en contact causal. Alors,
il y a des modèles d'inflation nombreux, mais il y a des propriétés génériques, en particulier quand on prend les modèles de Linde, qui sont les champs, les inflations en champ fort. Donc il faut un facteur exponentiel d'inflation de l'ordre de 60, quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance 27, pour pouvoir expliquer ce que je vous ai donné maintenant. Et il y a des prédictions qui sont génériques, qui disent qu'effectivement, donc en champ fort, on va en particulier générer des ondes gravitationnelles en plus des fluctuations de densité d'énergie. Et qui vont générer des ondes gravitationnelles. Donc on génère à la fois des fluctuations de densité qu'on retrouve dans les structures à grande échelle dans l'univers et des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, c'est un autre avantage, c'est que c'est quelque chose qui se propage de façon... L'univers est transparent depuis ces phases ultra denses jusqu'à aujourd'hui. Donc ces ondes gravitationnelles, si elles existent et si elles ont été créées au début de l'inflation, on peut les voir aujourd'hui. Et puis il y a un index spectral à la fois de la partie scalaire et de la partie tensorielle qui sont liées à ces propriétés. Donc effectivement, on peut prédire ça, et on peut prédire, donc si on observe ça par exemple, on peut prédire quel est le rapport R entre les modes scalaires et les modes gravitationnels. Donc en fait, comme je vais vous le montrer, WMAP montre une petite déviation par rapport à l'invariance d'échelle. Si on prend ce chiffre tel qu'il est, ça prédit 0,13 pour le rapport mode tensoriel sur mode scalaire. C'est un point important parce que je vais vous montrer ce qu'on est capable de mesurer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait avant le lancement de Planck pour illustrer ce qu'on va pouvoir faire. Donc on essaie de regarder ici ce spectre des modes scalaires. Ça, donc il y a un modèle sous-jacent ici qui est en rouge, et puis on le fait varier. Alors attendez, je suis désolé. C'est celui-ci que je devrais vous montrer d'abord. Donc, il y a un spectre qui est à 0,95 et un qui est à 1. Donc, c'est la déviation entre, en gros, ce qu'on peut estimer aujourd'hui avec WMAP. Et, alors, vous voyez le spectre lui-même, et vous voyez ici la différence, la courbe rouge, c'est la différence entre 0,95 et 1. Vous voyez qu'effectivement, c'est marginalement détectable avec WMAP. Ça, c'était le temps de vie nominal de WMAP. Maintenant, ils ont 7 ans, donc ils ont pas mal amélioré. Je vous montrerai la précision. C'est celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui était 0,96 plus ou moins 0,016. Vous voyez qu'avec Planck, évidemment, on va avoir une excellente précision là-dessus. Et celui que je montrais avant, c'était sur la courbure, où effectivement, WMAP peut dire absolument rien sur la courbure, alors que s'il y a une déviation notable de l'ordre de 3%, elle sera très très bien mesurée avec Planck. Bon. Donc, pour remettre ces modèles, il y a des modèles à champ fort, des modèles à champ faible, et puis des modèles hybrides. Et si on se place à 0,96, vous pouvez voir que ce fameux rapport scalaire sur tenseur sera de l'ordre typiquement de 0,1. Donc, un des objectifs de Planck, c'est de savoir si on est bel et bien significativement séparé du modèle qui est purement invariance d'échelle, et si on trouve effectivement ce qui serait une signature assez forte des modèles d'inflation les plus simples. Je ne vais pas vous décrire ce tableau, c'était le tableau des paramètres cosmologiques pour le fameux facteur NS ici. C'est la précision qu'on a avec WMAP et avec Planck, et on a un facteur 20, et sur la partie dite running, c'est-à-dire la courbure, on a un facteur 50. Donc on gagne des facteurs considérables pour essayer de faire ces comparaisons. Donc pour revenir à ce que le développement du modèle chaud, en mettant le redshift ici, l'âge depuis le Big Bang, depuis la singularité, ou enfin depuis le plus tôt qu'on puisse faire dans un modèle relativité générale, là, et ici l'énergie, exprimée soit en électronvolts, etc. Donc pour l'instant, ce qui avait été fait pour conforter le Big Bang chaud, ça avait été d'utiliser la nucléosynthèse primordiale de l'hélium, en 1948, à un moment où on était à peu près à 10 keV et où on se basait sur la physique nucléaire telle qu'elle avait été établie, et qui correspond à un redshift de 3 10 puissance 8. Donc en gros, ce qu'on a développé sur le Big Bang chaud, depuis qu'on a découvert l'expansion, ça a été effectivement d'aller jusqu'à ce redshift, où effectivement on a trouvé la bonne valeur et le bon fond cosmologique. Ce qu'on essaye de faire, c'est un autre bond considérable, parce qu'entre les deux, il y a les neutrinos, mais on ne sait pas les observer. Ça va être de regarder si effectivement les fluctuations ont été générées, par exemple, à une transition de phase qui aurait lieu au moment de la grande unification, et aussi l'inflation a lieu ici, ce qui correspond à peu près au chiffre tentatif de 0,96
développé, sachant qu'effectivement, derrière ça, il y a encore effectivement de la physique et des ordres de grandeur avant d'arriver au moment où il faut complètement quantifier la gravité. Et donc, on sait que le modèle standard de la physique des particules et des interactions marche raisonnablement jusqu'ici, sachant qu'effectivement, quand on arrive ici, on commence à entrer dans un domaine, enfin, on est à la limite du modèle standard, mais ça pourrait être là où effectivement il y a lieu d'inflation. Alors, comment est-ce qu'on teste ces modes B? Donc, je vous avais dit, c'est à peu près de l'ordre de 0,1, et ça correspond à 0,06 microkelvin de fluctuation sur les 2,7 degrés. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on cherche à faire. Et j'avais noté que ces ondes gravitationnelles se propagent sans absorption. Donc, ce qu'on est en train d'observer, c'est vraiment, si on les observe, ça va être quelque chose qui vient réellement d'une période qui est encore des ordres de grandeur plus tôt que ce qu'on avait avec simplement la partie qui venait de la nucléosynthèse primordiale. On ne peut pas les détecter avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles actuels ou même le projet LISA spatial, qui est encore très très loin de ça. Il faut un LISA de 2e ou 3e génération avant de pouvoir faire ça. Par contre, ça laisse une trace observable sur le fond cosmologique. Alors, on peut diviser le champ de polarisation qu'on voit sur le ciel entre une partie qui est invariante par parité, tout ce qui est purement radial ou purement circulaire, et puis ce qui a une partie qui, elle, au contraire, change de signe par parité. Et il se trouve que les modes B, les ondes gravitationnelles, ne produisent que ça, et que tout ce qui est diffusion par les électrons ne produit que des modes comme ça. Donc on a effectivement un outil pour séparer. Donc on veut arriver dans les microkelvins de sensibilité. Donc il faut qu'on fasse un saut de sensibilité par rapport au satellite WMAP qui est au moins de l'ordre de 30, et en plus on veut, dans le même temps, améliorer la résolution angulaire, ce qui rajoute encore un facteur sur la sensibilité qu'on cherche, de façon à utiliser toute l'information qui est dans le spectre. Alors toute l'information qui est dans le spectre, ça veut dire aller à peu près jusqu'à 5 minutes d'arc. Ce qui vous donne, les lois de la diffraction sont ce qu'elles sont. Il ne faut pas faire ça avec un microsatellite, parce qu'il faut effectivement travailler dans le domaine micro-ondes et avoir une résolution de 5 minutes d'arc, ce qui vous oblige à avoir un télescope suffisamment grand, et d'autant plus grand qu'on veut éclairer seulement, utiliser seulement le centre du télescope, et pas les bords, de façon à limiter la diffraction et à contrôler extrêmement bien les faisceaux. Donc on a un télescope qui fait à peu près 2 mètres en moyenne, il n'est pas complètement circulaire. Donc c'est un gros objet, et on est obligé d'utiliser des détecteurs refroidis à très très basse température si on veut faire ça. Le temps de vie qui était prévu pour Planck, c'était 1 année minimum, 2 couvertures du ciel, et je vous expliquerai qu'on va avoir 2 années et demie. Donc, alors qu'est-ce qu'on a utilisé? On a poussé les technologies à plusieurs endroits. On a changé, jusqu'à maintenant, les gens avaient utilisé des techniques radio, et les amplificateurs à très haute fréquence qui ont été développés dans les dernières années, mais ils sont encore loin du bruit quantique, alors que les détecteurs bolométriques, qui consistent simplement à absorber la radiation dans un système qui est lié à un bain très froid, et à juste regarder les fluctuations de température de la partie qui a absorbé le rayonnement par rapport à ce fond froid, eux pouvaient nous donner un système qui était limité par le bruit de photons du fond cosmologique. Donc l'objectif qu'on s'était donné, c'était d'être limité par le bruit de photons du fond cosmologique, d'avoir un nombre de détecteurs suffisant et de couvrir une large bande de fréquences de façon à enlever très proprement les émissions de la Voie lactée, en particulier l'émission synchrotron d'un côté et l'émission des poussières de l'autre. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le développement, donc les gens de Caltech fabriquaient des bolomètres d'étoiles d'araignée qui étaient les meilleurs parce que, en gros, on a un filet à papillon là, pour attraper la radiation, avec une maille qui est plus petite que la longueur d'onde, mais par contre, il y a un facteur d'emplissage faible, et donc les rayons cosmiques ont une probabilité faible d'interaction. Vous verrez que même avec une sensibilité faible d'interaction, on n'a pas été loin d'être limité par ça. Et puis vous mettez, au lieu de faire finalement une grille à 2 dimensions, ce que les gens de Caltech ont essayé, c'est de mettre une grille dans une direction et une grille dans l'autre, à moins d'une longueur d'onde de distance, et de faire un détecteur, on met 2 thermistors, et on détecte en même temps les 2 polarisations, ce qui a rendu Planck extrêmement puissant en fait pour la polarisation, ce qui n'était pas son objectif au départ. Enfin, pas son objectif principal. Pour faire la mesure en 1 an, on est obligé de fonctionner assez vite. On est obligé de se mettre à un point du ciel où on va avoir tout ce qui est chaud derrière le satellite. Donc si vous regardez, tout ce qui est orbite terrestre ne marche pas. Et donc on se place au point de Lagrange L2, qui est le point
Entre la Terre et le Soleil, il y a un point en équilibre, mais dans le système de rotation, il y a un deuxième point en équilibre, qui est le deuxième point de Lagrange, qui est à 1,5 million de kilomètres, ce qui veut dire que quand on est là-bas et qu'on met un grand panneau solaire qui regarde vers tout ça, la Terre, le Soleil et la Lune, tous les points chauds, sont derrière. On refroidit en gros passivement, on est à 40... le télescope primaire, il y a 37 degrés au-dessus de Kelvin. Et on scanne avec 1 minute. Donc c'est un satellite spiné, c'est un satellite assez simple, qui est du point de vue du fonctionnement satellitaire. Donc on scanne en 1 minute un quasi grand cercle, et puis évidemment tous les jours on tourne de 1 degré, au fur et à mesure que la Terre tourne autour du Soleil, et donc au bout de 6 mois, on a couvert tout le ciel, et on couvre un ciel tous les 6 mois. On ne voulait pas faire de mesures différentielles, comme fait WMAP, qui ont 2 télescopes et 2 détecteurs, per racine de 2, et on voulait gratter tout ce qu'on pouvait. Donc on a fait quelque chose qui a été assez critiqué au moment de la conception de l'instrument par un certain nombre de gens, disant qu'on n'y arriverait jamais, qui consistait à vouloir faire une mesure en puissance totale. Donc on module les détecteurs électriquement à 100 Hz, et on détecte en puissance totale. On a mis une résistance de 10 mégohms qui est à peu près la même impédance que les bolomètres, et vous voyez ici, alors vous voyez peut-être pas très bien ici, mais le spectre ici, qui est le spectre de bruit de la résistance, est plate de 10-4 Hz jusqu'à 100 Hz. Ce qui était un des challenges techniques aussi. Le principal, c'était le refroidissement. On voulait refroidir à 100 millikelvin, puisque c'est ça qui permettait, il fallait refroidir à 100 millikelvin. Des refroidissements à 300 millikelvin ne suffisaient pas pour atteindre le bruit de photon. Les dilutions hélium 3, hélium 4 pour faire du froid dans les labos sont connues depuis longtemps. On ne savait pas comment faire fonctionner une dilution de labo dans l'espace, dans la mesure où les dilutions de labo mélangent l'hélium 3 et l'hélium 4 et puis utilisent en gros la gravité comme séparateur pour... Donc Alain Benoît au CRTBT, l'Institut de Grenoble, a inventé un système où en faisant circuler l'hélium 4 superfluide dans un capillaire suffisamment petit, on entraîne effectivement des bulles d'hélium 3 qui se diluent et qui permettent effectivement de refroidir dans un système dynamique. Et donc, on a ici un échangeur qui permet, avec les bolomètres qui sont au-dessus ici, on a un échangeur où tous les câbles sont refroidis à 12 étages le long de cette dilution, et où effectivement, on refroidit à 100 millK avec une puissance de refroidissement qui est un demi microwatt. On avait prévu un certain débit, parce que l'efficacité de cet échangeur est absolument cruciale là-dedans. Les pertes, on les avait calculées, on avait testé, mais sur des modèles. On a testé après au sol, dans l'ensemble monté, et on a retrouvé en vol d'ailleurs ce qu'on avait trouvé. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner avec un débit d'hélium 3 en particulier pour obtenir nos performances, qui est le minimum. On a prévu un certain nombre de flux discrets, et on peut travailler avec celui qui est minimum. Et donc, au lieu de nous donner notre année de survey, on a 30 mois au total. Quand on enlève les phases de test de refroidissement au départ, on peut faire 5 surveys du ciel. Je ne vais pas vous décrire en long, trop détaillé. Donc ça, c'est la dilution, c'est celle de vol. Ça, c'était en intégration, au moment où ils étaient en train de mettre les câbles qui se refroidissent sur tous les étages. Donc ça, c'est... on refroidit ensuite. On a un étage à 4K qui pré-refroidit ça, qui est fait avec des compresseurs mécaniques et un système Joule Thomson à hélium. Et puis après, il y a 2 instruments. Il y a un instrument radio pour mesurer les émissions synchrotron à basse fréquence, qui a été construit par les Italiens. On avait besoin d'une puissance assez élevée, à 20K. Elle est produite par un système à absorption hydrogène qui a été construit par le JPL. Et puis évidemment, il y a la partie passive ici, qui nous met à peu près à, comme je vous l'ai dit, à une quarantaine de Kelvin. Ça, c'est juste pour vous montrer le refroidissement au départ. Vous pouvez voir les différents étages. En particulier, donc, on a chauffé tout le système pendant 2 semaines de façon à le laisser dégazer. Et puis après, on a mis en route le système à 20K, là, qui est descendu ici, puis le système à 4K, et enfin le système à dilution. Et on est arrivé à 100 millK, enfin à 93, le 3 juillet, 47 jours après être parti, quand on avait prévu 45, ce qui prouve que ce système extrêmement compliqué était finalement testé quand même plus que ce qu'on avait fait pour beaucoup d'autres choses. Il faut une stabilité de température redoutable, qui avait été chiffrée par Jean-Michel Lamarck, qui a conçu le concept de l'instrument.
de 20 nanokelvin par racine de Hertz sur toute la bande de fréquence qui va de 10 millihertz à 100 Hertz. Ça, c'était une autre chose dont beaucoup de gens nous avaient prédit qu'on n'y arriverait pas. Alors, on n'y est pas vraiment arrivé parce qu'on y est arrivé au sol. Et c'est une surprise qu'en général, les satellites, quand ils marchent, les choses sont plus stables en l'air qu'au sol, en labo. Et on a trouvé sur la platine bolomètre des fluctuations et une charge thermique qu'on n'avait pas vue au sol. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent se passer. Elle est d'une dizaine de nanowatts. En fait, ces fluctuations, vous les voyez là sur le système de régulation, sur le système de régulation, et elles sont plus d'un ordre de grandeur au-dessus de ce qu'on avait prévu. On avait calculé les effets des rayons cosmiques, et on les a calculés avec le spectre classique des rayons cosmiques, qui plafonne à un jet et puis qui redescend. Et il se trouve qu'on est dans une période de modulation solaire extrêmement particulière. Le Soleil n'a jamais été aussi peu actif. Et donc, il y a une bonne partie des rayons cosmiques entre 100 et 300 GeV qui rentrent, galactiques, et qui sont ceux qui produisent ça. Alors, ça, c'est un monitoring de radiation. Il y en a un sur Herschel, il y en a un sur Planck, et il y en a un sur Rosetta. Ils sont tous ici. Et en fait, ils sont extrêmement corrélés. Et quand on enlève la corrélation, enfin, quand on enlève ce signal-là, on tombe là-dessus. Et quand on enlève d'autres variations qui sont liées simplement au débit de la dilution, on tombe là-dessus. Et le spectre, alors je suis désolé, ça se voit sur mon écran, mais ça ne se voit pas ici. On avait un spectre qui montait avec une espèce de composante en S sur F qui est lié à ça. Ça, c'est de l'ordre d'une semaine, hein, typiquement. Et bon, on tombe sur une minute, donc c'est pas dramatique, hein, mais c'était quand même surprenant qu'on ne trouve pas ce qu'on attendait. Et là, on a aussi un spectre qui est complètement plat maintenant sur la fluctuation de température. Qu'est-ce qui arrive sur les bolomètres? Finalement, quand on a corrigé des rayons cosmiques et de ces effets thermiques, on tombe sur un spectre qui est jusqu'à 10 millihertz, 16 millihertz ici, qui n'est pas tout à fait un spectre de bruit blanc, c'est ce qu'on voulait. Il y a un très léger excès ici. Ça, c'est le point où on en était il y a une semaine. Donc, on continue à gratter l'effet systématique, mais disons que là, on est complètement à la spécification. Et là, ça, c'est quelque chose qui s'enlève avec des systèmes dits de... Comme on a pas mal de redondance sur les cercles, on peut l'enlever, mais on essaye de l'enlever en amont. Donc là, où est-ce qu'on en est au point de vue de la sensibilité en microkelvin sur les cartes? Alors vous voyez que pour les différents canaux, ça c'est les canaux radio de l'instrument italien, et ça c'est les canaux bolométriques. Donc vous voyez effectivement qu'on est, pour chaque canal, de l'ordre du microkelvin ou un peu en dessous, sur les cartes. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Et quand on combine ces canaux, on est à peu près à 0,5 microkelvin pour un champ de 1 degré, et à peu près à 1 microkelvin sur les champs polarisés. Donc en fait, si vous regardez la comparaison avec WMAP, on a un facteur qui est de l'ordre de... alors WMAP, avec ces deux canaux-là, la sensibilité pour un an, c'est 10,8, et avec les 7 ans qu'ils ont aujourd'hui, ça nous fait un facteur 12 néanmoins de sensibilité. Alors, résultat. J'ai envie de voir les résultats quand même. Donc c'est la première fois qu'on montre un certain nombre de résultats. Donc ça, c'est la carte du CMB. Elle ressemble beaucoup à celle de WMAP, ça c'est pas vraiment une surprise. Je vous la montre parce que c'est celle qui a été faite dans les 15 premiers jours. On a fait une carte et on a sorti ça directement sans avoir grand chose à faire dessus, ce qui montrait que les effets systématiques étaient quand même extrêmement faibles. Et donc, ça c'est des structures de l'ordre du degré, donc ça doit faire une douzaine de degrés, enfin une douzaine de degrés. Voilà tout le ciel, 3 couleurs. Histoire de vous montrer aussi les avant-plans. Donc ça, c'est dans les coordonnées galactiques, la Voie lactée. Tout ce qui est en blanc bleuté, là, qui représente le brouillard qu'on a devant nous, c'est les émissions de la galaxie, et c'est les émissions des poussières, puisque c'est les fréquences de la HFI. Et puis tout ce qui est là, en jaune, c'est tout le fond cosmologique qu'on voit directement sur la carte. Donc quand on fait une soustraction de composantes, on voit quasiment plus la galaxie, on la voit de façon par endroit ici, on a une carte. Sur laquelle on voit le fond cosmologique très bien. Ça, c'était pas une surprise. Donc, je vais vous montrer une autre image spectaculaire qui est prise cette fois-ci qui est une image détaillée de la région qui est ici de la Voie lactée et dont nos collègues de radioastronomie qui ont tous travaillé sur cette région doivent se souvenir. Ça, c'est Rohof, qui a été observé par Pierre et par Yves Garonne et d'autres il y a très longtemps. Et ce qui est très remarquable, c'est tous ces filaments, d'ailleurs, du milieu interstellaire, avec l'association d'étoiles B qui est ici, qui souffle comme ça, et où on voit effectivement tout un tas de structures du milieu interstellaire froides,
qui n'avait jamais été vu à cette résolution-là avant, avec des tas de filaments ici. Et encore, l'image est plus spectaculaire là-bas. Donc il y a une quantité de physique interstellaire considérable à faire avec ça et qui est en train d'être faite. J'en ai mis 2, excusez-moi. Alors, on va détecter l'effet Sonia-Zeldovich, qui est l'effet du fait que les amas, le gaz chaud des amas, quand le fond cosmologique traverse un amas, est décalé en fréquence, simplement par l'interaction avec les électrons chauds, et qu'effectivement, si on fait une mesure différentielle, ça a été prédit par Sonia-Zeldovich il y a très longtemps, on va avoir une signature de ce gaz chaud, et donc faire une recherche systématique des amas galaxiques, qui eux-mêmes sont vus en X, mais on n'a pas de couverture complète du ciel. La première couverture complète du ciel qu'on a en amas, c'est le satellite Rosette des Allemands, qui regarde les amas les proches, et on n'a pas pour les amas un redshift, disons, au-delà de 0,4 ou 0,5, on n'a pas de couverture complète du ciel. Donc Planck va fournir, pour la première fois, une couverture complète du ciel des amas lointains. On fait à l'heure actuelle des observations pour confirmer le fait que quand on détecte des amas qui ont été vus par personne, c'est bel et bien des amas de galaxies. Et donc on a fait faire des observations dans un programme pilote du satellite XMM Newton sur les X très profondes. Et là, il y avait une source SZ détectée par Planck qui n'était pas connue, comme un amas. Et en fait, il y a une structure triple qui a un rapport de l'effet Z sur X, d'ailleurs, qui est parfaitement favorable au SZ. Et on en a plusieurs. Il semble que quand il y a des fusions d'amas, on obtient des effets comme ça. Donc on trouve des sources parmi les amas. On trouve des amas qui sont simples, mais celui-ci est particulièrement spectaculaire. Et donc, ça va être un des aspects dans la formation des structures qui va être très important. Je reviens rapidement sur la polarisation. Si j'observe ici, sur cette ligne de visée, la radiation qui vient de chaque côté ici et qui est diffusée par des électrons dans cette direction, on va obtenir quelque chose qui est pas spécifique. Enfin, s'il y a la même intensité dans les deux directions perpendiculaires, on va obtenir quelque chose qui est non polarisé. Si on a un effet dipolaire quelque part, les deux effets vont se moyenner, et on n'a pas non plus de polarisation. On voit bien que ce qu'il faut, c'est avoir un effet quadrupolaire, c'est-à-dire des côtés chauds sur une des lignes de visée et perpendiculairement des côtés plus froids, de façon à avoir de la polarisation. Si on regarde de la matière qui tombe dans une structure, on va voir la matière qui sur les côtés se rapprocher, et puis si on est en train d'accélérer en tombant dans la structure, la matière qui est devant s'éloigne et la matière qui est derrière s'éloigne. Donc on a un effet quadrupolaire, et donc on prédit que quand on a nos fluctuations de densité qu'on détecte en température, on va fabriquer un effet qui a été vu marginalement par WMAP dans le spectre de puissance, et qui va être effectivement une polarisation qui est comme ça, s'il y a une surdensité et qu'on accélère, puis quand on décélère, ça va évidemment tourner à 90 degrés. Et ça ne produit pas de mode B, qui eux montrent la signature des ondes gravitationnelles. Ça, c'est une modélisation de cet effet, c'est une simulation, où on dit, on va prendre dans la carte tout le ciel, c'est ce qu'on a fait, on va prendre tous les pics, et on va finalement tous les empiler sur la même carte autour du maximum. Donc ça lave toutes les inhomogénéités de forme. Et donc, dans une simulation, on obtient quelque part un pic de température bien circulaire, et on obtient dans les modes de Stokes Q et U cette signature, qui finalement correspond, quand la matière tombe dans le puits de potentiel de la matière noire, qui elle-même a été créée par la radiation, qui vient, elle, des perturbations adiabatiques du début, on va avoir une perturbation qui est purement radiale, puis quand ça décélère, elle va se transformer en polarisation circulaire. Ça, c'est ce que WMAP a fait dans la dernière publication qui est sortie il y a 2 mois, où ils ont fait sur 7 ans. Vous pouvez comparer ce qui est prédit puis ce qui est vu. On voit marginalement cet effet. Ce qui est en dessous, ce n'est pas une simulation. C'est du Planck brut de fonderie. Quand le papier de WMAP est sorti, il y a un jeune collègue qui a été recruté au CNRS cette année, qui a dit « je vais essayer sur la carte que j'ai ». Et il a sorti ça. C'est-à-dire qu'il a empilé tous les pics positifs. Ça, c'est la vraie carte de tous les pics positifs en température. Donc c'est vraiment on a une structure très bien définie. On a effectivement les Q et U parfaitement définis, et on voit l'inversion. C'est-à-dire qu'on voit la matière baryonique tomber dans le puits de potentiel de la matière noire à un redshift de 1100. Moi, je dois dire, quand il m'a amené ça et qu'il m'a montré ça, je suis tombé de ma chaise, parce qu'il avait fait ça sur une carte brute. Donc,
Donc on a effectivement le gain qu'on espérait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Il faut effectivement mettre ça dans un spectre de puissance pour essayer de faire... Donc, les modes E, vous voyez qu'on prédit qu'on va avoir 5 pics. Alors, je peux vous dire aujourd'hui, on en voit sans problème 4, marginalement celui-ci. La question intéressante, c'est qu'est-ce que ça raconte sur le spectre? Donc, pour savoir le spectre, par contre, il faut regarder entre ça qui est les structures qui sont sur quasiment un demi-ciel, et puis celles-là qui sont à 5 minutes d'arc. Donc, il faut une fonction de transfert de toute la chaîne électronique et de l'optique qu'on vise à 1 millième près. Ça, on n'y est pas. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, extraire les paramètres cosmologiques mieux que ce que fait WMAP, parce que la fonction de transfert est ce qui nous limite. On mesure les beams, et on les mesure pour l'instant à peu près à 10-3 près. Mais on a un problème avec la fonction de transfert de toute la chaîne. L'électronique, il y a une petite fraction, de l'ordre d'une fraction de % de l'énergie des bolmètres qui passe, non pas par le canal rapide qui est quelques millisecondes, mais par un canal plus lent, qui a été étudié très en détail par une équipe conduite par Jean-Michel Lamarre, et c'est là où on en est, c'est ça la médiation pour l'instant principale, qui est en train de diminuer sans arrêt, et donc on ne peut pas savoir si le rapport entre la partie qui est ici et la partie qui est là, on la voit à peu près comme ça, mais on n'est pas capable de la chiffrer à quelques millièmes près ce qu'il nous faut. Le TE, on le voit à peu près sur tous ces modes-là. Ça, c'est la prédiction du mode B. Ça, c'est le... Si on sort ça, on va avoir vraiment une signature d'une phase où il y a eu effectivement des ondes gravitationnelles générées très tôt, ce qui est donc le signe d'un champ, probablement d'un champ scalaire fort. Alors les champs scalaires qu'utilisait Linde, c'est typiquement un champ qui est 2 ou 3 fois la masse de Planck. Alors, Georges Stasiou et Gratton, qui est un graduate student, un postdoc qui travaille avec lui, ont simulé l'observation avec Planck et a regardé l'effet d'allonger de 1 an à 2 ans et demi. Enfin, à 2 ans, il a fait. Il a pris ce modèle d'inflation la plus simple, et il a pris une description relativement simple des avant-plans galactiques. Donc il fait une séparation de composants, qui est reconnue comme étant pour l'instant une séparation simple. Donc il a simulé des modes U et Q, B sur le ciel, et voilà ce qu'il a reconstitué. Alors, vous pouvez reconnaître les structures, par exemple, celle-là ici, cette partie-là ici, celle-là ici, etc. Donc clairement, on voit à l'œil qu'il y a une détection. Bon, ça, c'est le spectre des modes qu'on attend. Je ne vais pas discuter ça en détail. Ce que je cherche, c'est ça, voilà. Donc, ce qu'il a fait, c'est une analyse sur le facteur R, qui est le rapport tenseur sur scalaire. Et ils ont regardé, d'une part, alors, en faisant des combinaisons différentes de canaux, un pour enlever le 30 gigas, c'est le canal non polarisé, le canal radio pour enlever le synchrotron, et puis il a utilisé soit le 217, soit le 353 pour enlever la partie poussière, et il utilise les canaux du milieu, 100, 143 et 217 ici, ou 100 et 143 ici, pour sortir le paramètre cosmologique. Et ce que vous voyez ici, c'est le paramètre R. Alors, il a mis un paramètre R à 0,15, alors vous voyez ce qui a été mis, et vous voyez ce qui a été reconstitué. On va regarder celui qui est à 0,05. Celui qui est à 0,05, vous voyez effectivement qu'il est détecté, il pique à 0,04 et vous avez une détection. Si on fait 0,03, on n'a qu'une limite supérieure. Donc en fait, ce qu'il a démontré, c'est qu'on peut détecter marginalement avec un signal sur bruit de l'ordre de 3 à 0,05 et on peut donner une limite supérieure à 0,03 pour 2 ans. Le point intéressant, il y a certaines de ces courbes qui sont pour 1 an et pour 2 ans. Un des points intéressants, c'est qu'effectivement, on est limité par des effets systématiques et que ce n'est pas juste le signal sur bruit qui gagne, et qu'on gagne, pour l'instant, linéairement, quand on passe de 2 ans à 1 an. Le point important, c'est qu'effectivement, si on a 0,96 ou 0,97 et qu'on confirme cette valeur, et c'est ça qu'on n'a pas encore pu faire, ou raffiner cette valeur, on prédit 0,13. Donc, les modèles simples. Donc voilà où je vais m'arrêter. Donc, ce qu'il y avait ici, c'était... Bon, donc je ne vais pas détailler ça. Donc, en gros, le message, c'est qu'effectivement, la polarisation marche suffisamment bien pour qu'on soit à peu près sûr
on va être limité par notre capacité à enlever les avant-plans. Alors, ça va être la modélisation des effets galactiques qui va probablement être la limitation, ce qui était l'objectif qu'on avait. Mais la sensibilité nominale et les effets systématiques sont très probablement dans les clous. Voilà, merci. Je voudrais d'abord te remercier de nous avoir présenté en avant-première, en quelque sorte, le résultat, puisqu'il y a un embargo sur les données et que normalement, rien n'est public. Enfin, vraiment, merci beaucoup, Jean-Loup. Moi, j'ai une question, alors, qui date de ma thèse de 3e cycle. Est-ce que tu vois quelque chose sur les nuages à grande vitesse? L'antenne que tu as montrée de Penzias et Wilson, je l'ai utilisée pour analyser en 68-69 les nuages à grande vitesse, qu'on pense être de la matière primordiale, à des vitesses de moins de 100 km par seconde, et donc uniquement de l'hydrogène. Et est-ce que tu vois quelque chose dessus? Juste par oui ou par non? Ce qu'on sait pour l'instant quand même avec IRAS, etc., c'est qu'il y a peu de poussière, mais qu'il y en a probablement un peu. C'est Jean-Philippe Bernard qui travaille là-dessus, donc pour l'instant, il confirme le fait qu'il y a peu de poussière, mais qu'il y en a probablement un peu. Mais c'est effectivement très inférieur, c'est des choses qui rentrent, c'est pas des choses qui sortent de la galaxie. J'ai appris énormément de choses. Je te félicite pour tout ce qui a été fait. Je voudrais revenir au problème de l'énergie noire, d'une part, et de la masse noire, d'autre part, obscure, noire, comme on voudra, matière. Premièrement, à propos de l'énergie noire, qui est au fond un peu une résurgence de la constante cosmologique d'Einstein, plus ou moins. Bon, on ne sait pas ce que c'est, tu nous as dit, mais ça vient essentiellement de l'accélération mesurée à partir des supernovae. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est venu de là. La plupart des cosmologistes ont vu ça avec beaucoup d'intérêt, mais c'est des mesures très difficiles, et donc c'était un peu sceptique. Quand on a démontré avec les premières manips ballons, et surtout avec WMAP, qu'on est euclidien, oui. Le problème c'est qu'euclidien, la masse noire et la masse baryonique font au mieux, enfin faisaient en gros, quand les gens tiraient sur la corde, la moitié de ce qu'il fallait pour fermer l'univers, enfin pour le faire euclidien, et plus probablement un tiers, qui est bien ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc effectivement, le problème, c'est que la mesure des supernovae et le caractère euclidien avec une très bonne précision, les deux pièces du puzzle se sont emboîtées comme ça, c'est-à-dire que c'est la même quantité d'énergie noire qu'il faut pour faire les deux. C'est ça qui a en quelque sorte emporté la majorité des cosmologistes vers l'idée qu'il devait y avoir un terme de ce genre. Maintenant, ça peut être une modification de la gravité à grande échelle aussi. Hein. Parce qu'au fond, les mesures de supernovae reposent sur l'idée qu'on travaille avec des supernovae qui se ressemblent les unes aux autres. Et bon, il y a peut-être des doutes. Moi, j'étais assez sceptique là-dessus. Oui, il peut y avoir des effets d'abondance, etc. Ils ont fait très attention, ils ont fait quand même assez joli travail, qui a quand même été conforté par plusieurs équipes, etc. Une fois de plus, ma réponse, c'est que ça colle avec le reste. Sinon, ça serait moins convaincant. D'accord, une cohérence. Deuxième question, à propos de la matière noire. On parle toujours, pas de l'énergie noire, de la matière noire. Oui. On parle toujours, on l'a détecté finalement il y a fort longtemps, à partir de la rotation des galaxies. Mais pourquoi dit-on qu'elle doit être non baryonique? Je n'ai jamais compris pourquoi elle doit être non baryonique. Alors, le point, c'est que si elle est... Alors ça va... Elle ne serait pas forcément non baryonique pour expliquer la rotation des galaxies, ou même ce qu'on voit dans les amas. Pour la rotation galaxie, ça peut être n'importe quoi. Et pour les amas aussi, d'ailleurs. Il pourrait y avoir... Pour les amas aussi. Et les gens ont cherché. Ils ont cherché à mettre de la matière qui était dans des états de température où on ne voit pas grand-chose, vers 10 puissance 5 degrés, c'est dur à voir, etc. Le point essentiel, c'est que le modèle cosmologique de formation des structures, lui, il avait un problème qu'on connaissait, c'est-à-dire qu'au départ, les gens, ils pensaient à la matière baryonique seulement, et ils ont fait un modèle où, pour réussir à former les structures au moment de leur combinaison, il fallait mettre 10-4 de fluctuation. Les gens les ont cherché désespérément, ils ne les ont pas trouvés. On est à 10-5. En fait, si on est à 10-5, ça marche à condition que ça soit de la matière non baryonique qui, elle, commence à s'effondrer plus tôt parce qu'elle n'est pas freinée par la radiation. Et donc, c'est pour ça que je dis, dans le modèle actuel, la matière noire a suivi la radiation qui dominait jusqu'à un redshift de 10 puissance 5, c'était adiabatique. À ce moment-là, la matière sombre devient dominante dans la dynamique, la quantité d'énergie de la radiation devient inférieure, c'est la matière sombre qui elle, conduit la formation des structures, et seulement à un redshift de 1000,
la matière baryonique tombe dedans. C'est celle qu'on voit tomber dans ces puits de potentiel. Le fait qu'on voit tomber la matière dans ces puits de potentiel avec la bonne vitesse qu'on voit à l'œil ici est quelque chose qui me... C'est un de ces trucs dont on se dit, c'était prédit exactement comme ça, on le voit comme ça. Bon, si on... Quelqu'un pourra peut-être inventer un autre modèle qui fasse ça, mais en fait, ça va pas être facile. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas baryonique? C'est des neutrinos? Alors, les neutrinos ne marchent pas, parce que là, il y a une limite supérieure sur la masse de neutrinos qui est trop faible. Par contre, si, mais ça rentre dans les modèles de physique au-delà du modèle standard, s'il y a une supersymétrie, c'est-à-dire une symétrie entre les bosons et les fermions, il va y avoir une particule supersymétrique la plus légère qui pourra plus se désintégrer, et qui aura une interaction, effectivement, disent les théoriciens, faible avec le reste de la matière, pas nulle, mais faible, et évidemment une interaction gravitationnelle. Donc, il y a une espèce de candidat naturel qui, si la supersymétrie existe, ce qui reste à prouver, serait la particule supersymétrique la plus légère. Je n'irai pas plus loin là-dessus, parce que je sors de mes compétences. Est-ce que je peux poser une autre question qui m'a beaucoup perturbé dans ton exposé? Tu nous as montré un cliché que je n'avais jamais vu, qui était le cliché obtenu par Planck de l'ensemble du ciel, ou avec une région galactique, bon, bien connue, mais une partie très importante de la carte, donc de l'ensemble du ciel, remplie par quelque chose d'origine interstellaire. Oui. Ben, c'est la première fois qu'un cosmologiste dit que les fluctuations, qu'il y a dans le carte du ciel obtenue dans ces longueurs d'onde-là, une composante interstellaire. Alors, parce que moi, j'ai toujours défendu l'idée que le 3 degrés était d'origine interstellaire. Non. Alors, premier point. Si je te montrais la carte, qui est uniquement la carte à 100 GHz ou à 143 GHz, tu verrais la galaxie beaucoup plus mince. En fait, je l'ai quelque part ici. On voit le minimum. Ça, c'est la galaxie. Quand on arrive à 100 GHz, enfin à 70 et 143, c'est les deux minima. Entre la poussière, il y a un rebond ici, et puis après, ce que je t'ai montré, c'est quelque chose qui inclut un traceur des avant-plans galactiques qui est ces cartes-là. Mais quand on est... le gros du ciel est dominé par le fond cosmologique. Alors, ceci dit, on utilise... C'était bien pour ça qu'on a mis tous ces canaux qui ne voient pas très bien le CMB, c'est qu'on regarde la corrélation entre ces cartes-là et celles où il y a le CMB, et on enlève ces contributions. Quelle fréquence est la dernière carte? 850 gigas, presque 1 terahertz. Tout le monde est ébahi à vos grandes structures. Merci encore pour cet exposé.